Bonjour, la partie 2 sur la physique nucléaire, on verra aujourd'hui les désintégrations radioactives et puis on parlera de la demi-vie de l'activité radioactive. Alors voilà, les désintégrations radioactives, il y a trois types de désintégrations radioactives qui sont naturelles, spontanées. On va commencer par la désintégration alpha. Donc la particule alpha, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on on sait que c'est aussi un noyau d'hélium qui a comme symbole He4,2, donc c'est une particule positive avec deux charges positives. Et donc on peut avoir certains noyaux radioactifs qui vont émettre spontanément ces particules alpha. Alors forcément, si on a une particule alpha qui est éjectée du noyau A, on va se retrouver à la fin avec un noyau B qui aura 4 nucléons en moins. Alors, quelque chose d'important, c'est que si ce noyau A est radioactif, donc il va émettre spontanément des particules alpha, le noyau B sera plus stable que le noyau A. Donc en fait, l'énergie de liaison du noyau B est plus grande que l'énergie de liaison du noyau A. On peut aussi, évidemment, au cours de la désintégration, s'intéresser à la libération d'énergie. L'énergie libérée, ça va être tout simplement être égale à la masse de A moins la masse de B plus la masse de la particule alpha. Évidemment, le tout, j'ai oublié de le marquer sur la vidéo, multiplié par C au carré. Et chose importante, quand on regarde les équations euh, liées à la désintégration alpha, on va avoir toujours conservation du nombre de nucléons A et de protons Z. D'autres types de désintégration, on va les appeler désintégrations bêta. On va avoir deux types de désintégration bêta, les bêta- et bêta+. Alors, ce qu'on appelle des particules bêta, c'est tout simplement en fait soit un électron ou son antiparticule, un positron, qui sera en fait un électron chargé positivement. Donc j'ai ici essayé de représenter les symboles des particules bêta- bêta+. Donc bêta- c'est l'électron. La façon de pouvoir le noter, c'est pour l'électron, c'est E avec en bas comme valeur de Z moins 1 et 0 pour le nombre de nucléons, puisqu'en fait c'est pas un nucléon. La particule E+, donc l'anti-électron, le positron, va être noté 0, 1, E, comme vous pouvez voir sur l'écran. Alors, la désintégration bêta- a lieu quand un neutron qui est présent dans le noyau va se transformer en proton. Et on va avoir émission d'un électron et d'une particule qui avait été prédite par Dirac, je crois en 1930, 34, je crois, et qui va être un antineutrino, qui est noté comme ça. L'antineutrino a une masse très 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 faible, n'a pas de charge et est très difficilement détectable. Donc voilà l'équation liée à la désintégration bêta. Donc on a un neutron présent dans un noyau qui va se transformer spontanément en un proton, un électron et un antineutrino. Alors il faut savoir que à la différence de la désintégration alpha, où les particules alpha étaient la plupart du temps euh, éjectées toujours avec la même énergie, toujours à la même vitesse, dans le cas des désintégrations bêta, on s'est aperçu que les électrons à la fin avaient un ensemble d'énergie qui était très variable et on ne comprenait pas du tout ce qui pouvait se passer. On avait un problème de conservation d'énergie. Et en fait, Dirac a été le premier à émettre l'hypothèse qu'il y avait une particule qui n'était pas chargée, de masse très faible, et qui était peu détectable, très peu détectable, mais qui devait emporter une partie de l'énergie qui manquait dans la conservation de l'énergie. Et donc c'était, dans cette désintégration bêta-, l'antineutrino. Désintégration bêta+, donc on va avoir maintenant émission d'un anti-électron, d'un positron. Et ce qui va se passer, c'est quand on a un proton qui est présent dans un noyau, on peut avoir spontanément ce proton qui va se transformer en neutron en émettant un positron, donc l'antiparticule de l'électron, et le neutrino.
Alors donc, des petites remarques sur le positron, neutrino, antineutrino, j'en ai parlé un tout petit peu, mais le positron, c'est ce qu'on appelle l'antiparticule de l'électron, puisqu'en fait chaque particule a son antiparticule. On ne parle pas d'antimatière, on va parler d'antiparticule. Donc le positron va avoir exactement les mêmes caractéristiques que l'électron, sauf que la charge est inversée. Le neutrino est une particule qui a une masse très faible, proche de zéro, qui est extrêmement enfin, difficilement détectable. Elle interagit très 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 peu avec la matière et c'est toujours très difficile de pouvoir les détecter. Quant à l'antineutrino, bah, c'est l'antiparticule du neutrino. Autre type de désintégration, c'est les désintégrations gamma. Alors, le gamma, ça correspond à un photon qui possède une grande énergie. Donc, puisque c'est un photon, l'énergie est égale à h fois la fréquence d'émission. C'est une désintégration qui a lieu dans la plupart des désintégrations radioactives. Alors, le photon n'a pas de masse. N'a pas de charge. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quand un noyau est dans un état excité, par exemple à la suite d'une désintégration radioactive, ce noyau peut encore perdre de l'énergie en revenant donc à un niveau d'énergie plus bas, simplement en émettant des photons gamma. Et c'est comme ça qu'on va noter cette désintégration gamma. L'élément, donc le noyau X, A et Z, on le note dans un état excité avec une petite étoile et en retournant à un état plus stable, on va avoir émission d'un photon gamma. Alors maintenant, la demi-vie et l'activité radioactive. Alors la demi-vie d'un échantillon radioactif. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la désintégration radioactive, c'est un phénomène qui est purement aléatoire. Si vous prenez un noyau radioactif, il est impossible pour nous de savoir à quel moment il va se désintégrer. Par contre, on sait que le taux de désintégration est proportionnel au nombre de nucléides. Ce qui veut dire, de manière un peu différente, c'est que on ne peut pas prédire le comportement d'un noyau, mais par contre, on est capable tout à fait de prédire le comportement d'un ensemble de noyaux. Alors, la loi de décroissance radioactive, si on avait n noyaux, c'est la suivante. Donc, on a n0, c'est le nombre initial de noyaux radioactifs, et au cours du temps, on a une décroissance exponentielle avec la loi de décroissance qui est la suivante, n est égal à n0, multiplié par l'exponentielle de moins lambda, une constante, fois le temps. Alors le temps, on peut l'exprimer en secondes, et lambda, c'est la constante de désintégration qui va être à ce moment-là exprimée en seconde moins 1. En fait, cette constante de désintégration, elle est liée à la probabilité pour que le noyau se désintègre en une seconde. Qu'est-ce qu'on va appeler la demi-vie? C'est tout simplement le temps mis par l'échantillon, donc le nombre total de nucléides, pour diminuer de moitié. Alors, on peut trouver une relation entre la demi-vie, qu'on va appeler T 1 demi, et puis lambda. Donc, j'ai un peu développé le calcul ici. On a au début n égale n0 exponentielle moins lambda sur t. Quand le temps est égal à la demi-vie, on va avoir n égale n0 sur 2. Si on remplace tout ça dans l'équation de départ, et en utilisant la fonction logarithme, enfin le logarithme népérien plus tard, on va se retrouver avec cette relation qui est que la demi-vie est égale au logarithme de 2 divisé par la constante, la constante de désintégration. Le log de 2, c'est aussi égal à 0,693. Donc la demi-vie est égale à 0,693 divisé par lambda. Alors, on peut avoir des noyaux qui vont mettre beaucoup de temps, ou en tout cas un échantillon qui contient beaucoup de noyaux qui peut mettre énormément de temps avant de se désintégrer. Et donc, l'étude de l'évolution de n au cours du temps peut être compliquée, voire quasiment impossible. Imaginez qu'il faille attendre 1 million d'années ou 3000 ans pour que on voit simplement l'échantillon de base divisé par 2. Évidemment, on ne peut pas faire l'étude. Il y a une autre variable qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle l'activité. Ça correspond tout simplement au nombre de désintégrations par seconde. Alors, désintégrations par seconde, ça correspond évidemment aussi au nombre de particules, qui peuvent être alpha ou bêta, qui sont émises par seconde. Alors, l'activité, elle est exprimée en Becquerel.
qu'on va noter BQ, en hommage à Monsieur Becquerel, qui avait découvert avec Marie Curie, Pierre et Marie Curie, les phénomènes radioactifs. On mesure l'activité avec un compteur Geiger. C'est le petit appareil qui fait quand ça détecte des particules. Et en fait, si on regarde l'évolution de l'activité au cours du temps, ben, on va avoir une forme qui est absolument similaire à celle qu'on avait vue avant pour le nombre d'éléments radioactifs. L'activité est égale à l'activité de base multipliée, donc à 0, multipliée par l'exponentielle de moins lambda sur t. Et si évidemment on veut pouvoir connaître la constante de désintégration lambda, il suffit de prendre le logarithme de l'activité et on va transformer cette courbe exponentielle en ligne droite et la pente sera égale à moins lambda. Voilà pour la partie 2. Au revoir.